Le clic de la télécommande a résonné comme un coup de feu dans le silence de mon propre salon. Je suis Marguerite, 68 ans, retraitée d'une étude notariale et propriétaire de cette maison. Ce que mon gendre a oublié, c'est que je connais la loi du silence et le poids d'un acte de propriété. J'étais assise dans mon fauteuil de velours vert, celui que j'ai acheté avec mes premières économies après être devenue veuve il y a 15 ans. La télévision diffusait les informations du jour, rien de très important, juste le bourdonnement réconfortant de savoir que le monde continuait à tourner dehors. C'était mon moment, le moment où les douleurs articulaires me laissaient un répit et où je pouvais simplement exister sans servir personne. La maison sentait le café frais et le 4/4 que j'avais fait moi-même cet après-midi, pensant faire plaisir, toujours pensant faire plaisir. On vieillit et on dirait qu'on devient une machine à essayer d'acheter de l'affection avec de la nourriture et de la gentillesse. Mais en cette fin d'après-midi, la gentillesse a tourné au vinaigre. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Julien, mon gendre, entrait dans la maison comme s'il envahissait un terrain vague. Il travaillait dans une agence de communication, vivait stressé, disait toujours qu'il portait le monde sur ses épaules, bien que ce soit moi qui payais la taxe foncière de cette maison. Ma fille Sophie est entrée juste après lui, portant des sacs de course. Elle avait les épaules tombantes, une posture de quelqu'un qui s'excuse d'exister. Cela me faisait plus mal que n'importe quel rhumatisme. Voir la petite que j'avais élevée pour être forte se plier comme un roseau au vent devant un homme qui se prenait pour un roi. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à regarder la télévision, faisant semblant que leur arrivée turbulente ne perturbait pas ma paix. C'est alors que Julien s'est arrêté devant l'appareil, bloquant ma vision. Sans dire bonsoir, sans demander si je regardais, il a pris la télécommande qui était sur la table basse. D'un mouvement brusque, il a appuyé sur le bouton rouge. L'écran est devenu noir. Le son a cessé. « Va dans ta chambre, vieille !» Il a crié, sa voix résonnant contre les murs que j'avais peints, sur le sol que j'avais payé. J'ai eu une journée de merde. Je veux regarder mon match tranquille. Ce salon est à moi maintenant. Le silence qui a suivi était lourd, solide. Lentement, très lentement, j'ai détourné mon regard de lui vers ma fille. Sophie était debout dans l'entrée de la cuisine, les sacs toujours dans les mains, les jointures des doigts blanches à force de serrer le plastique. Nos yeux se sont croisés. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, qu'elle se souvienne que cette maison appartenait à sa mère, qu'elle se souvienne qu'il vivait ici par charité depuis 4 ans. J'ai attendu que Sophie, ma Sophie, dise « Ne parle pas comme ça à ma mère ». Mais Sophie a regardé le sol. Elle a baissé la tête, évitant mon regard, évitant la confrontation, évitant de me défendre. Ce geste, ce simple détournement des yeux, a coupé mon cœur d'une façon qu'aucun mot de Julien n'aurait pu faire. Son cri n'était que le bruit d'un homme faible. Son silence à elle était la trahison de celle que j'aimais. Un calme froid s'est emparé de moi. C'était la froideur de quelqu'un qui avait passé 35 ans à travailler dans une étude notariale, à s'occuper de documents, de tampons, de signatures et surtout de la validité des choses. Je savais, mieux que personne, que les contrats verbaux basés sur la famille et l'amour ne valaient rien quand l'une des parties décidait de rompre l'accord de respect mutuel. L'accord avait été rompu non par le cri, mais par l'acceptation du cri. Je me suis levée du fauteuil. Mes genoux ont craqué, un son sec au milieu de la tension du salon. Julien s'était déjà jeté sur le canapé, mon canapé, déboutonnant sa chemise, maître du monde. Pour lui, j'avais déjà obéi. Pour lui, je n'étais que le vieux mobilier qu'il fallait ranger au dépôt quand les visites arrivaient. Je n'ai pas dit un mot. J'ai marché vers le couloir, mais je ne suis pas entrée dans ma chambre pour m'enfermer et pleurer. Je suis entrée seulement pour prendre 2 choses. D'abord, mon sac en cuir structuré, celui que j'utilise pour aller à la banque et régler des choses sérieuses. Ensuite, le trousseau de clés qui se trouvait au fond du tiroir de la commode avec un dossier bleu à élastique. J'ai ouvert le dossier rapidement. Mes yeux ont parcouru les lignes dactylographiées du document original. Acte notarié de vente. Usufruit viager. Nom du propriétaire, Marguerite Roussel. Tout était là, le papier jauni par le temps, mais avec la validité éternelle de la loi. J'ai fermé le dossier et l'ai mis dans mon sac. J'ai respiré profondément en me regardant dans le miroir de l'armoire.
J'ai vu une dame aux cheveux blancs courts, des lunettes de vue suspendues à une chaînette, portant un pantalon en lin beige et un chemisier bleu roi. Je n'avais pas l'air dangereuse, j'avais l'air de la mamie qui fait des gâteaux. Et c'était mon plus grand avantage. Personne ne craint la grand-mère qui fait des gâteaux jusqu'au moment où elle décide d'arrêter de nourrir les loups. Je suis retournée au salon. Julien avait déjà rallumé la télévision, maintenant sur une chaîne de sport. Le volume trop fort. Sophie était dans la cuisine. On entendait le bruit des casseroles, le son de la servitude volontaire. Je suis passée devant le salon en direction de la porte d'entrée. Le bruit de mes chaussures à talons bas sur le parquet a attiré l'attention de Julien. Il a tourné la tête, un sourire moqueur au coin de la bouche, tenant une canette de bière. « Vous allez faire un petit tour, Madame Marguerite ?» il a demandé sans quitter l'écran des yeux. « Faites attention à ne pas vous perdre, hein ? La tête à cet âge, ce n'est plus ce que c'était. » Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement arrêtée à la porte, j'ai tourné la poignée et j'ai regardé derrière moi une dernière fois. J'ai regardé le tableau au mur, une peinture de paysage que j'avais achetée lors d'un voyage en Provence. J'ai regardé le tapis que je brossais toutes les semaines. J'ai regardé le dos de mon gendre et l'ombre de ma fille dans la cuisine. Je suis sortie et j'ai fermé la porte avec la fermeté de quelqu'un qui clôt un chapitre. La nuit était fraîche, le vent me frappait le visage et pour la première fois en des années, je n'ai pas eu froid. J'ai ressenti du soulagement. J'ai marché jusqu'au portail, je l'ai ouvert, je suis sortie sur le trottoir et je l'ai verrouillé de l'extérieur. J'ai marché 2 rues jusqu'à l'avenue principale où je savais que passèrent des taxis. Pendant que je marchais, mon esprit travaillait avec la précision d'une montre suisse. Je n'étais pas une petite vieille démunie, expulsée de chez elle. J'étais une femme de bien qui avait permis, par pitié, que des parasites vivent sous son toit. Un taxi s'est arrêté. Le chauffeur, un jeune homme, m'a regardé avec curiosité. « Où va, madame ?» À l'hôtel Le Royal, au centre, j'ai répondu d'une voix ferme. Sur la banquette arrière du taxi, j'ai pris mon téléphone portable. Mes doigts tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'adrénaline. J'ai cherché dans le répertoire le nom que je n'appelais plus depuis longtemps, mais qui, je le savais, me répondrait. Maître Bernard Mercier. Bernard avait été juge dans le tribunal où j'avais travaillé. Aujourd'hui, il avait un cabinet d'avocats renommé. Le téléphone a sonné 3 fois. Marguerite. La voix grave et rauque de l'autre côté semblait surprise. Il s'est passé quelque chose. Il est presque 21 heures. Il s'est passé que je me suis réveillée. J'ai dit en regardant les lumières de la ville passer par la fenêtre. J'ai besoin de vos services pour demain matin. Le gendre m'a envoyé dans ma chambre, a dit que le salon était à lui. Ma fille a approuvé par son silence. Je suis sortie de la maison, Bernard. Je vais à l'hôtel. Je ne reviens pas tant qu'ils ne sont pas partis. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. Bernard était intelligent. Il connaissait la Marguerite de l'étude notariale, celle qui refusait les dossiers à cause d'une virgule mal placée. Je ne veux pas de pitié, Bernard. Je veux la loi, j'ai coupé sec. La maison est à mon nom. L'usufruit est à moi. Ils ne paient pas de loyer, n'ont pas de contrat, n'ont rien à part ma bonne volonté. Et ma bonne volonté s'est terminée il y a 10 minutes. Je veux une mise en demeure de libération immédiate pour révocation de prêt à usage verbal et je veux que quelqu'un de votre cabinet la remette en main propre demain matin, très tôt. Demain, je peux envoyer Maître Thomas. C'est mon associé junior. Jeune homme sérieux, toujours impeccable en costume. Parfait, j'ai souri. Préparez les documents. Je passe à votre cabinet à 8 heures du matin pour signer. J'ai raccroché le téléphone quand le taxi s'est arrêté devant l'hôtel. Le portier est venu m'ouvrir la porte avec une gentillesse que mon gendre n'avait jamais eue. « Bonsoir, madame. Puis-je vous aider avec les bagages ?»« Je n'ai que ce sac, mon petit, et ma dignité que je viens de récupérer, » j'ai répondu. J'ai fait l'enregistrement. La chambre était belle, propre, sentait la lavande. Il y avait une énorme télévision en face du lit. J'ai allumé l'appareil, je l'ai mis sur la chaîne que je voulais, j'ai augmenté le volume. Personne n'est venu crier après moi. Personne ne m'a dit de l'éteindre. J'ai commandé le room service, une soupe chaude et un verre de vin. J'ai mangé lentement, savourant chaque cuillerée. Je me suis endormie avec cette pensée. J'ai dormi le sommeil des justes, le sommeil de quelqu'un qui a repris les rênes de sa propre vie. Mais avant de continuer,
vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Quand je me suis réveillée, le soleil commençait à peine à se lever. J'ai pris une longue douche. J'ai remis les mêmes vêtements de la veille, mais avec une nouvelle posture. J'ai pris un taxi jusqu'au cabinet de Bernard. J'ai signé ce que je devais signer. Chaque paraphe sur le papier était comme une sentence. « Thomas part maintenant », a dit Bernard en pointant vers un jeune homme grand, en costume sombre, attaché case en cuir à la main. « Il arrivera là-bas dans 20 minutes. Je vais rester ici à prendre un café dans votre réception. Je vais attendre que mon téléphone sonne. Le désespoir fait que les gens se souviennent qu'ils ont une mère et une belle-mère. » Je me suis assise dans le fauteuil confortable de la réception, j'ai pris un magazine et je suis restée à regarder l'horloge au mur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans ma maison, la routine suivait son cours ignorant. Julien devait être à la table de la cuisine, mangeant le pain que j'avais acheté. Sophie devait être en train de laver la vaisselle. Ils ne savaient pas, mais leur temps était écoulé. J'ai regardé l'horloge. 9h30. Dans mon esprit, j'ai tout vu. La sonnette a sonné. Julien a dû marmonner en traînant ses pantoufles. Il ouvrirait la porte et se retrouverait face au costume impeccable et au regard froid de la loi. Mon téléphone portable a vibré sur mes genoux. J'ai souri. Le spectacle avait commencé. Le mot « Sophie » clignotait avec insistance. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le son de la vibration était la musique de ma revanche. J'ai répondu à la 4e sonnerie, mais je n'ai pas dit « Allô ». « Maman, maman, pour l'amour de Dieu ». La voix de Sophie était stridente. « Il y a un homme ici, un certain Thomas. Il a remis un papier à Julien. »« Maman, Julien est rouge, on dirait qu'il va exploser. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous » J'ai éloigné le téléphone un peu de mon oreille. On entendait en fond les cris étouffés de mon gendre. « C'est un scandale !» il hurlait. « Où cette vieille s'est-elle fourrée? Je vais la poursuivre en justice. »« Sophie !» j'ai dit d'une voix douce mais ferme comme un roc. « Maître Thomas est un professionnel. Demande à ton mari de baisser le ton ou la situation va empirer. »« Mais maman, il parle d'expulsion, de délai pour partir. »« Sophie, j'ai coupé. Je ne suis pas folle. Pour la première fois en des années, je suis parfaitement lucide. Lis le papier, ma fille. Dis à ton mari que la vieille n'est pas disponible pour entendre des cris aujourd'hui. » J'ai raccroché. Bernard est apparu à la porte de son bureau. « C'était votre fille ?» il a demandé. « Oui, le cirque a pris feu. Thomas fait son travail maintenant, Bernard. J'ai besoin de faire le mien. » Je me suis levée du fauteuil. J'ai commencé à faire un inventaire mental de ma vie. J'avais passé les 4 dernières années à me rétrécir, à occuper le plus petit espace possible dans ma propre maison pour ne pas déranger. Je mangeais les bords brûlés du gâteau pour laisser le centre moelleux à Julien. Je regardais la série avec des écouteurs pour ne pas déranger son jeu vidéo. Je payais la facture d'électricité qui avait triplé avec la climatisation qu'ils avaient installée. Pauvre Madame Marguerite, les voisines devaient penser. Si gentille. Gentille est le surnom des idiotes. J'avais des ressources et elles n'étaient pas minces. J'ai sorti de mon sac le relevé bancaire. Mes yeux ont parcouru les chiffres. Retraite complète de clerc de notaire. Pension de mon défunt mari qui était directeur d'agence bancaire. Placement à revenu fixe et assurance vie en fonds euros que le conseiller bancaire m'avait convaincu de faire et que je n'avais jamais touché. J'avais assez d'argent pour vivre dans un hôtel de luxe pendant 1 an, si je voulais. Mais mon argent, jusqu'à hier, servait à acheter le yaourt grec cher que Julien aimait et la bière artisanale qu'il buvait le week-end. Quelle blague. Je finançais mon propre bourreau. Bernard, j'ai appelé. Thomas doit être en train de terminer là-bas. Je veux que vous prépariez encore une chose pour moi. Je veux couper les robinets. Le compte d'électricité est à mon nom. La fibre optique dont Julien a besoin pour ses jeux est à mon nom. La télévision par câble avec toutes les chaînes de sport est à mon nom. La carte de crédit supplémentaire que Sophie utilise est à mon nom. Vous allez tout annuler. Non, ça donnerait trop de travail pour reconnecter après qu'ils soient partis. Je vais suspendre temporairement. Je vais appeler les opérateurs. Je vais dire que j'ai perdu la carte. Cruel,
c'était de m'envoyer dans ma chambre comme si j'étais une enfant punie. Ils veulent que la maison soit à eux. Très bien. Qu'ils assument les factures d'une maison. Je me suis levée et je suis sortie dans la rue. Le soleil de midi était fort. Je suis montée dans le premier taxi qui est passé. Au centre commercial, s'il vous plaît. Je suis entrée dans le magasin de vêtements avec la détermination de quelqu'un qui entre sur un champ de bataille. La vendeuse, une fille sympathique appelée Céline, m'a regardée de haut en bas. « Bonjour, madame. Vous cherchez quelque chose pour un cadeau. Je cherche un cadeau pour moi-même, ma petite. Je veux des vêtements qui disent que je suis la propriétaire de l'argent et non la grand-mère qui garde les petits-enfants que je n'ai même pas. » Céline a souri. Pendant qu'elle courait chercher des pièces à ma taille, je me suis assise et j'ai sorti le téléphone portable de mon sac. C'était l'heure de faire la deuxième partie du sale boulot. J'ai composé le numéro de l'opérateur de télévision par câble et Internet. Service client. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Je suis la titulaire du compte. Je voudrais suspendre temporairement tous les services de ma résidence. Internet, télévision par câble, téléphone fixe, tout. Vous pouvez mettre comme motif « rénovation structurelle » parce que la structure de cette maison va trembler. J'ai raccroché avec la confirmation de l'annulation. J'ai imaginé le salon. Julien devait être en train d'essayer de regarder les informations sportives. Dans peu de temps, l'écran se figerait. Pas de signal. J'ai essayé le premier ensemble, un pantalon de tailleur bleu marine et une chemise blanche en soie. Je me suis regardée dans le miroir. La posture courbée de quelqu'un qui porte le poids des autres a disparu. J'ai redressé la colonne vertébrale. Là était Marguerite. Pas Madame Marguerite, mais Marguerite Roussel, femme qui a signé des centaines d'actes, qui a élevé une fille seule, qui a maintenu un toit solide. « C'est parfait », a dit Céline. « Je vais le prendre et je vais prendre le blazer beige aussi, et cette robe imprimée et de nouvelles chaussures. » Je suis sortie du magasin 40 minutes plus tard, portant des sacs qui pesaient sur le bras, mais qui rendaient l'âme légère. J'étais habillée avec les nouveaux vêtements. Les vieux, j'ai demandé à Céline de les donner. Je ne voulais pas porter même l'odeur de cette soumission. Je suis allée à la zone de restauration. J'ai choisi un restaurant italien, de ceux avec nappe en tissu. J'ai commandé un risotto aux champignons et un verre de vin rouge. Il était 11h30 du matin. J'ai posé le téléphone portable sur la table. Ça n'a pas pris 10 minutes. L'appareil a vibré. Une notification de l'application bancaire. Transaction refusée. Montant 90 €. Établissement boucherie fine. J'ai laissé échapper un rire court. Julien. Il était en train d'essayer d'acheter de l'entrecôte et de la bière importée. Il pensait que la carte supplémentaire de Sophie passerait sans problème. Mais j'avais bloqué la carte par l'application. J'ai imaginé la scène. Lui à la caisse avec la file derrière, le caissier disant « Monsieur, non autorisé ». La honte. Mon téléphone portable a vibré à nouveau. Message texte. Julien. Madame Marguerite, la carte de Sophie ne passe pas. Ça doit être une erreur de la banque. Vous devez appeler maintenant. Nous sommes au marché avec les courses à la caisse. Le ton d'ordre. L'audace. J'ai pris une gorgée de vin. Le goût était boisé, corsé. J'ai tapé la réponse calmement. Ce n'est pas une erreur, c'est une annulation. La carte de crédit est pour ceux qui ont du crédit. Le vôtre s'est terminé hier quand la télévision a été éteinte. J'ai verrouillé l'écran. Le risotto est arrivé fumant. J'ai mangé lentement, sentant chaque grain de riz, chaque morceau de champignon. Pour la première fois en des années, je n'étais pas en train d'avaler la nourriture à la hâte. Là, je déjeunais. Je me suis reposée à l'hôtel après le déjeuner. L'adrénaline de la matinée diminuait, laissant place à une fatigue physique, mais l'esprit restait aiguisé. Je suis montée dans ma chambre et je me suis allongée sur le lit king size. J'ai allumé l'énorme télévision au mur. Personne n'est entré pour éteindre. Je me suis endormie pendant 1 heure, un sommeil réparateur. Je me suis réveillée au son du téléphone fixe de la chambre. « Allô ?» j'ai répondu, la voix encore rauque de sommeil. Madame Marguerite, c'était le réceptionniste. « Désolé de déranger. Il y a une dame ici dans le hall qui insiste beaucoup pour vous parler. Elle dit que c'est votre fille. Elle est un peu agitée. Je me suis assise sur le lit d'un bond. Sophie, comment m'avait-elle trouvée? Ah, bien sûr, le traceur du téléphone portable.
L'application de géolocalisation que Julien avait installée sur mon téléphone. L'ironie était si grande que j'ai failli m'étouffer. Il m'avait traqué comme si j'étais une voiture volée. Dites-lui que je descends tout de suite. Je me suis levée, je me suis lavé le visage, j'ai passé un rouge à lèvres et j'ai remis le blazer. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'allais pas descendre comme la mère fugitive. J'allais descendre comme la propriétaire. Quand l'ascenseur s'est ouvert au rez-de-chaussée, j'ai aperçu Sophie. Elle marchait d'un côté à l'autre, près des canapés de la réception. Elle portait des vêtements froissés, les cheveux attachés en un chignon mal fait. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle ne s'attendait pas à me voir en blazer de lin, maquillée, avec une posture droite. « Maman !» elle a exclamé en venant dans ma direction, mais s'arrêtant à 2 pas, retenue par mon expression impénétrable. Qu'est-ce que c'est que ça? Quels sont ces vêtements? Julien est à la maison en train de bouillir. Internet a coupé. Le câble de la télévision a coupé. La carte ne passe pas. J'ai marché calmement jusqu'à un des canapés et je me suis assise en croisant les jambes. J'ai pointé vers le fauteuil en face de moi. « Assieds-toi, Sophie. Tu fais un scandale dans un endroit décent. » Elle a cligné des yeux, confuse par mon autorité, mais a obéi mécaniquement. « Maman, arrêtons cette plaisanterie. Vous avez prouvé votre point. Rentrons à la maison. Je vous fais un thé. » Fâchée, j'ai répété le mot, le savourant comme s'il était du poison. « Sophie, fâchée je suis quand il pleut le jour où je vais au marché. Ce que je suis, c'est décider. » Décider à quoi? À nous laisser dans la rue. Maman, c'est ridicule. Nous sommes votre famille. Famille, j'ai dit en la regardant dans les yeux. La famille n'envoie pas la matriarche dans sa chambre comme si c'était un chien galeux. La famille ne dit pas « ce salon est à moi » dans une maison dont elle n'a payé aucune brique. Julien était nerveux, il travaille beaucoup, et moi. Ma voix est sortie un peu plus fort. J'ai travaillé 35 ans, Sophie. 35 ans à tamponner du papier, à supporter le chef, à économiser centime par centime pour acheter cette maison. Et maintenant, dans mon propre salon, je ne peux pas regarder ma série. Sophie a regardé le sol. Mais maman, coupez Internet. Julien en a besoin pour travailler. Julien travaille dans une agence de communication, Sophie. Il peut travailler de n'importe où, d'un cybercafé ou de la maison de sa mère. L'Internet de ma maison est payé avec mon argent et j'ai décidé de couper les dépenses superflues. Vous êtes une dépense superflue. Elle a levé la tête, choquée. J'appelle la situation d'insoutenable. Vous habitez là depuis 4 ans à économiser de l'argent. Une économie qui devrait être d'au moins 1 200 € par mois. Loyer, charges, Internet, tout compris. Où est cet argent, Sophie? Elle a bégayé. Nous avons eu des imprévus. La voiture, les voyages. La voiture qui est à ton nom et dont j'ai payé la compte. Les voyages que vous faites et vous me laissez garder le chien. C'est fini, ma fille. La source s'est tarie. Vous n'allez pas revenir. Sa voix a tremblé. Pas aujourd'hui et pas pour cette dynamique. Le délai de l'avocat est sérieux, Sophie. Vous avez 30 jours, mais la vie facile s'est terminée aujourd'hui. Sophie a commencé à pleurer. Julien va demander le divorce si nous devons sortir de cette maison. Elle a lâché dans un murmure désespéré. Cela m'a atteinte comme un coup de poing, mais pas de la manière qu'elle espérait. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti de la clarté. Je me suis penchée en avant et j'ai tenu ses mains. « Sophie, regarde-moi. » Elle a levé son visage mouillé de larmes. « Si ton mariage dépend du fait que vous habitiez gratuitement chez ta mère et que vous dépensiez sa retraite, alors tu n'as pas un mariage, tu as un kidnapping. Et Julien n'est pas ton mari, c'est ton parasite. » Elle a retiré ses mains comme si je lui avais brûlé la peau. « Vous êtes cruelle », elle a sifflé en se levant. « Vous êtes vieille et amère. » Je peux être vieille, Sophie. Et peut-être que l'amertume est le remède dont j'avais besoin pour me réveiller. Mais cruelle, cruelle, c'est de voir la fille que j'ai élevée pour être une lionne devenir le paillasson d'un homme médiocre. Je me suis levée aussi. J'ai ajusté mon nouveau blazer. « Rentre à la maison, Sophie. Dis à ton mari qu'Internet ne reviendra pas. Dis-lui que s'il veut regarder le match, qu'il aille dans un bar et qu'il paie avec son argent et commence à mettre les affaires dans des cartons.
Maître Thomas ne plaisantait pas. Moi non plus. « Je ne vais pas partir », elle a crié, attirant l'attention de tous dans le hall. La maison est mon héritage. L'héritage est ce qu'on reçoit quand la personne meurt, j'ai répondu avec une froideur qui a gelé l'air. Et je suis plus vivante que jamais. J'ai tourné le dos vers elle. J'ai marché en direction des ascenseurs, sans regarder en arrière. Je l'ai entendue appeler maman, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, les portes se sont ouvertes, je suis entrée. Pendant que les portes métalliques se fermaient, j'ai vu ma fille debout au milieu du hall, luxueux, petite, perdue, avec ses vêtements froissés et sa vie d'illusion en train de s'effondrer. L'ascenseur est monté doucement. Quand je suis arrivée dans ma chambre, je suis allée à la fenêtre. Le soleil se couchait, teignant la ville d'orange et de violet. Mon téléphone portable a vibré. C'était un courriel de Bernard. « Marguerite, je viens de recevoir un appel de l'avocat de l'entreprise où Julien travaille. Il semble qu'il ait utilisé le courriel professionnel pour essayer de t'intimider et à copier le patron sans faire exprès. Le garçon n'est pas très malin. Prépare-toi. Demain, la guerre change de phase. » J'ai souri au coucher de soleil. Julien commettait des erreurs. Le désespoir le rendait négligent. J'avais coupé les approvisionnements. Ils étaient dans le noir, sans crédit et sans Internet. Mais pendant que j'étais là, debout devant la fenêtre de l'hôtel, regardant la ville s'illuminer pour la nuit, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas seulement une bataille pour récupérer ma maison. C'était une bataille pour récupérer ma dignité, mon respect et ma vie. Et cette bataille, je venais de la gagner. Pas avec des cris, pas avec de la violence, mais avec la loi, avec la logique et avec la force tranquille de quelqu'un qui sait exactement qui elle est et ce qu'elle vaut. L'air conditionné de la salle de réunion du cabinet de Bernard maintenait l'environnement à une température polaire, mais je savais que dans quelques minutes, quelqu'un là-dedans allait suer froid. J'étais assise en bout de table en acajou, une position que j'avais demandée spécifiquement. Bernard, mon avocat et ami, s'est assis à ma droite. Il était 10 heures du matin. La ville dehors bouillonnait, mais ici régnait le silence de la loi. Je lissais la manche de mon nouveau blazer, sentant la texture du lin. Ce tissu était mon armure. La porte s'est ouverte. Julien est entré en premier. Il ne permettait jamais à personne de passer devant lui. Mais son arrogance habituelle était fissurée. Le costume était froissé, la cravate desserrée au cou, et il y avait des cernes profondes sous ses yeux. Le manque d'Internet, de télévision par câble et la répercussion du courriel désastreux au travail avaient fait payer leur prix. Sophie est entrée juste après, recroquevillée, tenant son sac contre sa poitrine. Elle a évité de me regarder. « Bonjour », a dit Bernard. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » « Je ne suis pas venu ici pour dire bonjour. » Julien a vociféré en tirant la chaise avec violence. « Je suis venu ici pour mettre fin à cette mascarade. Vous pensez pouvoir m'intimider. Je connais mes droits. » Il s'est assis et a frappé la main sur la table. Sophie s'est assise silencieusement à côté de lui. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, j'ai simplement fixé mes yeux sur lui par-dessus les verres de mes lunettes. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que la gêne remplisse la salle. « Vos droits », j'ai répété avec un calme qui contrastait avec sa fureur. « Intéressant que vous mentionniez ce mot, Julien. Parlons des droits, alors. Vous avez commis un abandon de personnes vulnérables, il a pointé le doigt vers moi. Vous êtes sorti de la maison, vous avez laissé votre fille démunie. C'est un dommage moral. Je vais vous poursuivre en justice. » Abandon de personnes vulnérables. J'ai demandé en laissant un sourire ironique courber mes lèvres. Ma fille a 40 ans, Julien. Vous en avez 45. À ce que je sache, aucun de vous deux ne souffre de débilité mentale ou physique qui justifie une tutelle. Vous êtes des adultes qui occupent un bien immobilier qui ne leur appartient pas sans contrat et qui viennent de recevoir une mise en demeure de libération. Nous avons un droit de possession. Nous habitons là depuis 4 ans, il a répliqué. Prescription acquisitive, droit d'usage. La loi nous protège. C'est là que j'ai ressenti cette satisfaction ancienne. Julien, j'ai secoué la tête. Vous travaillez dans la communication. Vous devriez savoir que vendre un mensonge nécessite plus que de beaux mots,
Pour qu'il y ait prescription acquisitive, la possession doit être paisible, pacifique et sans opposition du propriétaire. J'habite dans la maison, je paie la taxe foncière, je paie l'eau, je paie l'électricité. Vous êtes ce que la loi appelle de simples détenteurs, en régime de prêt à usage verbal. Vous étiez des invités, et les invités qui crient après la propriétaire de la maison sont priés de se retirer. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais rien n'est sorti. La logique était irréfutable. C'est ridicule, Julien a soufflé. Sophie, dis quelque chose. C'est ta mère qui nous laisse dans la rue. Sophie a levé son visage. Maman, sa voix était un fil. Nous n'avons nulle part où aller. Notre argent, l'argent de l'appartement, n'est pas encore suffisant. Nous avons besoin de plus de temps. Du temps, vous en avez eu? J'ai répondu en ouvrant le dossier en cuir qui était devant moi. 4 ans de temps. 4 ans sans payer de loyer, de charges ou d'Internet. Une économie qui devrait être d'au moins 1 200 € par mois. Loyer, charges, Internet, tout compris. Où est cet argent, Sophie? C'est investi, Julien s'est avancé. Trop vite, trop défensif. Investissement à haut risque et haut rendement. Vous gardez l'argent sur le livret A. J'opère sur le marché à terme. Marché à terme, j'ai murmuré en sortant une enveloppe Kraft. Curieux que vous disiez ça parce que moi, dans ma vieillesse, j'ai l'habitude de ramasser le courrier. Et comme bonne clerque de notaire, je lis tout ce qui arrive à mon adresse, spécialement quand ce sont des notifications judiciaires de recouvrement au nom des habitants de ma maison. Le visage de Julien a perdu sa couleur. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie a demandé en fronçant les sourcils. « Ah, ça, ma fille, c'est la réalité qui frappe à la porte. » J'ai fait glisser le papier sur la table jusqu'à ce qu'il s'arrête devant elle. Ce sont des recouvrements de 3 prêts différents faits au nom de Julien. Et ici, voici le relevé d'une société de courtage qui est arrivée par la poste le mois dernier. Julien a essayé d'avancer pour prendre le papier, mais Bernard a été plus rapide. « Laissez Sophie lire, Julien », a dit Bernard avec autorité. Sophie a pris le papier avec les mains tremblantes. Ses yeux parcouraient les lignes et les chiffres. J'ai vu le moment exact où la compréhension l'a frappée. Ses épaules sont tombées, sa bouche s'est ouverte légèrement. 0, elle a chuchoté. Solde 0. Non, pas seulement 0, Sophie, j'ai expliqué impitoyablement. Négatif. Il a tout perdu. L'argent que vous disiez être en train d'économiser pour l'appartement de vos rêves. Tout a été brûlé en paris sportifs en ligne et en day trading mal fait. La salle est restée dans un silence absolu. Tu m'as dit que ça rendait... Sophie a parlé, sa voix prenant de la force. Tu as dit que nous avions 70 000 €. Tu as acheté cette nouvelle voiture en disant que c'était avec les bénéfices. J'allais récupérer, Julien a explosé. Pathétique. Le marché a tourné, c'était de la malchance. Et c'est pour ça que tu voulais le salon, j'ai interrompu. C'est pour ça le stress. C'est pour ça que tu m'as envoyé dans ma chambre, parce que tu perdais de l'argent devant cette télévision géante et tu ne voulais pas que personne voie ton désespoir. Julien s'est tu. Il était nu devant nous. Sophie a lâché les papiers sur la table comme s'ils étaient contaminés. Maman, elle a commencé et le mot est sorti étranglé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas, Sophie, j'ai répondu en adoucissant le ton. Mais tu ne savais pas, parce que tu as choisi de ne pas regarder, parce que c'était plus confortable de le laisser tout gérer. Tu as échangé ton autonomie contre l'illusion de sécurité et le prix de cet échange, c'est moi qui le paie depuis 4 ans. Je me suis levée de la chaise. La situation a changé, j'ai déclaré. Jusqu'à hier, j'expulsais un couple profiteur de ma maison. Aujourd'hui, j'expulse un failli et une complice par omission. Vous ne pouvez pas faire ça, Julien a essayé. Je suis votre gendre. La famille s'entraide. La famille se respecte, Julien, j'ai coupé sèchement. Et vous ne m'avez jamais respecté. Vous m'avez appelée vieille, vous avez dit que le salon était à vous. Eh bien, maintenant le salon est à vous, mais la maison est à moi, et ma maison n'abrite pas ceux qui me méprisent. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Bernard, j'ai appelé sans me retourner. Oui, Marguerite. Le délai de 30 jours pour la libération reste valable. Oui, c'est un délai raisonnable prévu dans la mise en demeure. Très bien. Je me suis tournée vers eux. Vous avez 30 jours. Mais je veux laisser une chose bien claire.
Pendant ces 30 jours, Internet ne revient pas, la télévision par câble ne revient pas, la carte de crédit de Sophie reste annulée. Et si j'entends un cri dirigé vers moi, j'appelle la police et je demande une mesure de protection basée sur la loi de protection des personnes âgées pour violences psychologiques. Julien s'est recroquevillé sur la chaise. Il savait que je ne bluffais pas. Sophie pleurait silencieusement. « Ah, et toi, Sophie ?» j'ai parlé en m'adressant à elle. « Tu as un choix à faire. Ces 30 jours ne sont pas seulement pour emballer des cartons. C'est pour que tu décides si tu vas continuer à couler avec cet homme qui t'a menti ou si tu vas récupérer la dignité que je t'ai appris à avoir. » J'ai pris mon sac et le dossier. La réunion est terminée. J'ai marché vers la porte. En passant devant Julien, je me suis arrêté une seconde. « Ah, Julien, j'ai dit bas. Cette télécommande, vous pouvez la garder. Ce sera la seule chose que vous contrôlerez dorénavant. » Je suis sorti de la salle. Le couloir du cabinet semblait plus illuminé. Je n'avais pas seulement gagné une discussion, j'avais démonté une farce. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sophie. J'ai hésité. J'ai répondu, mais je suis restée silencieuse. Maman, sa voix était différente, plus ferme. Le son de la circulation en fond indiquait qu'elle était sortie du bâtiment. « Je t'écoute, Sophie. » « Je ne suis pas montée dans la voiture avec lui, » elle a dit. « Il crie dans le parking. » Je l'ai laissé là. J'ai ressenti un serrement dans la poitrine, cette fois d'espoir. « Et où vas-tu » ? « Je ne sais pas. Je vais marcher. Je vais réfléchir. Mais maman, merci. » « Pourquoi ? Pour avoir allumé la lumière. Tout était sombre et je ne voyais rien. Ça a fait mal, mais maintenant je vois. Voir est la première étape, ma fille. J'ai répondu. Maintenant, apprends à marcher. Le silence qui habite ma maison aujourd'hui a une texture différente. Ce n'est plus ce silence lourd, chargé de peur qui précédait l'arrivée de Julien. C'est un silence limpide, doré, avec une odeur de cire et de café passée à l'heure que je veux. Cela fait 45 jours que la clé a tourné dans la serrure pour la dernière fois dans leurs mains. Je suis assise dans le même fauteuil de velours vert. La télévision est éteinte. Pas parce que quelqu'un l'a ordonné, mais parce que j'ai choisi d'écouter les merles et les mésanges qui chantent dans le cerisier du jardin. Je regarde les murs du salon. Ils ne sont plus de ce gris moderne et triste que mon gendre avait imposé. La semaine suivant leur départ, j'ai appelé un peintre. Maintenant, le salon est couleur pêche, chaud et accueillant. La libération n'a pas été belle, mais elle a été nécessaire. Au 30e jour, ponctuellement à 8 heures du matin, le camion de déménagement s'est arrêté à la porte. Je n'étais pas là pour voir Julien porter les cartons. J'ai suivi le conseil de Bernard et je suis allée passer la journée dans un spa. Je ne voulais pas lui donner la scène pour le dernier spectacle de victimisation. J'ai laissé maître Thomas chargé de recevoir les clés. Selon son récit, Julien a juré, a donné un coup de pied au portail et a dit que je mourrais seule et amère. Pauvre homme. Il pense encore que la solitude est l'absence de gens, alors qu'en réalité, la pire solitude est d'être entouré de gens qui nous diminuent. Quand je suis revenue à la maison était vide. Il y avait des marques de meubles sur le sol, quelques trous de clous dans les murs et une saleté accumulée dans les coins. Mais pour la première fois depuis longtemps, la maison respirait et moi aussi. J'ai marché dans les pièces en ouvrant toutes les fenêtres. J'ai laissé le vent entrer, balayant l'odeur de cigarettes électroniques et d'arrogance. Dans la chambre qu'ils occupaient, j'ai trouvé un mot froissé par terre, écrit par Sophie Maman. « Pardonne-moi, je vais te rendre fière. » J'ai gardé ce papier. C'était le premier document vrai que ma fille produisait en des années. Aujourd'hui, ma routine est à moi. Je me réveille quand le soleil frappe à la fenêtre. Je prends mon café dans la tasse en porcelaine fine qui avant restait rangée pour les visites. Je suis la visite la plus importante de ma vie. Je vais à l'aquagym 3 fois par semaine. Je fais mes mots croisés et l'après-midi, je reçois mes amis. Ah, les amis, Geneviève, Odette et Jacqueline. Avant, elles évitèrent de venir ici parce que Julien soufflait dans le salon ou se promenait en caleçon dans la maison. Maintenant, notre après-midi de belote et de gâteau à l'orange est sacré. La maison est redevenue un foyer et non un logement d'ingrats. La sonnette sonne. C'est un son doux, bref. Je sais qui c'est. Je me lève sans hâte. Mes genoux font moins mal. Le médecin a dit que c'est parce que le stress a diminué.
Je dis que c'est parce que j'ai enlevé 2 tonnes de mon dos. J'ouvre la porte. Sophie est là. Elle a l'air fatiguée. Elle a des cernes profondes et les mains sont un peu rugueuses, sans le vernis impeccable d'avant. Mais elle se tient debout, la colonne vertébrale droite. « Bonjour, maman. Je peux entrer. Que Dieu te bénisse, ma fille. Entre. Le café est frais. » Sophie entre. Elle n'apporte pas de sac de course ni de demande d'argent. Elle n'apporte qu'elle-même. Elle s'assoit sur le canapé, mais avec le respect de quelqu'un qui sait qu'elle est une visiteuse. « Comment vont les choses dans le nouvel appartement ?» je demande, en servant une généreuse part de gâteau. « C'est serré, maman. » Elle sourit, un sourire faible mais honnête. Le studio est minuscule, l'évier se bouche et le voisin du dessus écoute de la musique forte. Mais c'est à moi. Je paie le loyer avec mon salaire du magasin. Je fais des heures supplémentaires. Et Julien. La mention du nom ne fait plus trembler le salon. C'est juste le nom d'un étranger. Il est retourné chez sa mère en Creuse. Sophie soupire en prenant une gorgée de café. Il a essayé de me convaincre d'aller avec lui. Mais je me suis souvenu de ce que vous avez dit ce jour-là à l'hôtel sur le kidnapping et le mariage. Elle fait une pause, en regardant la vapeur qui monte de la tasse. J'ai demandé le divorce, maman. Maître Bernard m'aide avec les documents de l'aide juridictionnelle. Je ressens une fierté chaude jaillir dans ma poitrine. Pas la fierté vaniteuse, mais la fierté de voir une plante qui était en train de mourir recommencer à donner des feuilles vertes. Tu as fait ce qui était juste, Sophie. Ça fait mal maintenant comme enlever une épine infectée, mais ça va cicatriser. Il a dit que c'est ta faute. Elle commente. Que vous avez retourné sa tête, que vous avez détruit la famille. Je n'ai rien détruit, ma fille. J'ai simplement arrêté de soutenir le mensonge. Ce qui s'est effondré, c'est le château de cartes qu'il avait construit. Ma maison continue ici ferme, en briques et ciment. Et notre relation, j'espère, peut maintenant être construite sur un terrain solide aussi. Sophie tend la main et touche la mienne. Son toucher est différent maintenant. Ce n'est pas le toucher de quelqu'un qui demande, c'est le toucher de quelqu'un qui remercie. Vous aviez raison sur l'argent, sur l'autonomie. J'étais une enfant de 40 ans, maman. J'avais honte de dire ça, mais je me sentais soulagée quand il commandait tout, parce que je n'avais pas besoin d'avoir de responsabilité. C'était de la lâcheté de ma part. L'important, c'est que tu te sois réveillée. Je serre sa main. J'ai mis 68 ans à apprendre à dire non avec conviction. Toi, tu as appris à 40 ans. Tu es gagnante. Nous parlons pendant encore 1 heure. Elle me raconte qu'elle a été promue gérante de rayon au magasin. Elle dit qu'elle apprend à cuisiner du riz et des haricots, des choses qu'avant je faisais pour elle. Quand elle part, elle refuse mon offre d'emporter un pot avec le reste du gâteau. « Non, maman, merci. J'ai besoin d'aller au marché acheter mes affaires. J'ai besoin d'apprendre à gérer mon garde-manger. » Je ferme le portail en l'observant marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Elle n'a plus la voiture luxueuse, ni les vêtements de marque, mais elle marche avec la dignité de quelqu'un qui paie son propre ticket. Je rentre à l'intérieur. La maison est silencieuse à nouveau, mais maintenant, elle est remplie par la certitude que le cycle de dépendance a été brisé. Plus tard, Geneviève et Odette arrivent, apportant un nouveau jeu de cartes et des potins du quartier. Pendant que je bats les cartes, Geneviève commente ma petite « Tu ne sais pas ». La voisine du 304, Madeleine, m'a raconté que son fils veut vendre sa maison pour investir dans une franchise de glace mexicaine. Il dit qu'il va devenir riche et acheter un manoir pour elle. J'arrête de battre les cartes. Je les regarde par-dessus mes lunettes. Dis à Madeleine de venir ici prendre un café avec moi demain, je dis avec sérieux. J'ai besoin d'avoir une petite conversation avec elle sur l'usufruit, les clauses d'inaliénabilité et la fable du fils entrepreneur. Odette rit en tapant sur la table. Regardez ça, Marguerite est devenue la consultante juridique des mamies. Ce n'est pas de la consultation, Odette, c'est de la légitime défense, je réponds en distribuant les cartes. Nous avons passé notre vie à nous occuper de tout et de tout le monde. Nous avons élevé des enfants, nous nous sommes occupés de mari, nous avons travaillé à l'extérieur, nous nous sommes occupés de la maison. La société pense que quand nous vieillissons, notre cerveau fond et devient de la bouillie. Ils pensent que nous sommes juste un corps attendant la mort. Je tape une carte sur la table avec force, le roi de carreau. Mais ils oublient que la vieillesse n'est pas une maladie, c'est de l'expérience accumulée. Chaque ride sur mon visage est une carte de guerre que j'ai survécue. Et je ne laisserai aucune de mes amies tomber dans le piège, que l'escroc soit un étranger ou un parent de sang.
La semaine suivante, Madeleine est venue, elle est venue en pleurant de peur de dire non à son fils. Elle est sortie d'ici avec un plan tracé, un avocat indiqué, maître Thomas, et une femme avec la colonne vertébrale plus droite. La nouvelle s'est répandue. Soudain, mes après-midi du mercredi sont devenus une sorte de club de résistance. Des femmes qui, avant, acceptaient en silence les abus financiers et psychologiques, ont commencé à apparaître pour prendre un café. Nous parlons de testament, de comptes bancaires séparés, de l'importance de ne pas donner le mot de passe de la carte au petit-fils pour acheter des jeux vidéo. Je suis devenue, sans le vouloir, une leader, et cela m'a rajeunie de 10 ans. Ce soir, après que les visites soient parties, j'ai fait quelque chose que je ne faisais pas depuis longtemps. Je suis allée dans la chambre d'amis, celle qui était le territoire interdit de Julien. Elle est maintenant mon bureau. J'ai acheté un beau bureau en bois massif. J'ai mis un nouvel ordinateur que j'ai moi-même appris à utiliser sans demander l'aide d'aucun gendre. Sur les étagères, là où avant il y avait ces figurines de collection, il y a maintenant mes livres, mes albums photos et mes dossiers de documents organisés. Je me suis assise sur la chaise pivotante, j'ai allumé l'écran, j'ai ouvert un fichier texte vierge. Le curseur clignotait en attendant. J'ai commencé à écrire. Pas un acte, pas une mise en demeure. J'ai commencé à écrire mon histoire. Je veux laisser un enregistrement pas pour Sophie, mais pour moi-même, et peut-être pour d'autres Marguerites qui sont là-bas, assises dans des fauteuils verts, avec peur de prendre la télécommande. J'ai écrit sur la peur. J'ai écrit sur la honte d'admettre que la fille qu'on a élevée est devenue une étrangère. J'ai écrit sur le moment où la colère est devenue du carburant. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. La lune était pleine, illuminant le toit des maisons voisines. Je me suis souvenue de cette nuit où je suis sortie de la maison avec la clé dans ma poche, me sentant comme une fugitive. On dirait que c'était dans une autre vie. Cette Marguerite recroquevillée n'existe plus. Elle est morte au moment où Julien a éteint la télévision. Celle qui est née à sa place était une femme qui connaît la valeur de son mètre carré et de sa paix d'esprit. Je me suis levée et je suis allée au salon. La lumière de la lune entrait par la fenêtre, baignant le canapé, la table basse, le tapis, tout à moi, tout conquis avec de la sueur et maintenu avec du courage. J'ai pris la télécommande de la télévision, l'objet en plastique, noir, simple. Elle n'était plus une arme, c'était juste un outil. J'ai allumé la télévision, je l'ai mise sur une chaîne de musique classique. Le son des violons a rempli l'environnement, dansant avec le silence de la nuit. Je me suis assise dans mon fauteuil, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément, sentant le parfum de ma maison propre, de ma vie propre. Julien a dit que ce salon était à lui. Il avait tort. Le salon n'a jamais été à lui. Le salon était un prêt qu'il n'a pas su honorer. Maintenant, ici seule et complète, je comprends la plus grande leçon de toutes. Ce n'est pas d'avoir la maison, c'est d'habiter soi-même. Pendant des années, j'ai loué mon âme pour plaire aux autres. Maintenant, l'ordre d'expulsion a été exécuté à l'intérieur de moi. J'ai renvoyé la culpabilité, la peur et la servilité. À 68 ans, j'ai découvert que la vie ne se termine pas quand les enfants grandissent ou quand le mari part. La vie recommence quand on décide qu'on est la protagoniste et non la figurante qui sert le café. J'ai ouvert les yeux et j'ai fait face au salon vide et plein de moi. J'ai souri. Un sourire large, plein, de quelqu'un qui sait que demain elle va se réveiller, faire son propre café et décider exactement comment elle veut passer son temps, son argent et son amour. J'ai appuyé sur le bouton de volume. J'ai augmenté la musique très fort, parce que maintenant dans ma maison et dans ma vie, c'est moi qui contrôle le volume. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. « Maman, je voulais vous dire que j'ai trouvé un deuxième emploi. C'est juste quelques heures le week-end dans une boulangerie, mais l'argent aidera. Et je me suis inscrite à des cours du soir pour terminer mes études. Je veux avoir un meilleur métier. Mon cœur s'est gonflé de fierté. C'est merveilleux, ma chérie. Je suis très fière de toi. Vous m'avez appris que je pouvais, elle a dit, la voix émue. Vous m'avez appris que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me sauver. Je pouvais me sauver moi-même. Après avoir raccroché, je suis retournée à mon fauteuil. J'ai regardé autour de moi, cette maison que j'avais presque perdue, cette paix que j'avais presque abandonnée.
Tout était à sa place maintenant. Les murs couleur pêche, le tapis propre, l'air frais qui circulait librement. Cette maison n'était plus une prison où je marchais sur des œufs. C'était mon sanctuaire, mon royaume, mon espace sacré. J'ai pris la télécommande à nouveau et j'ai augmenté encore plus le volume de la musique classique. Les violons remplissaient chaque coin, chaque recoin, chassant les fantômes du passé. Je me suis levée et j'ai dansé. Oui, j'ai dansé au milieu du salon, une femme de 68 ans dansant seule avec Vivaldi jouant fort. Et pendant que je dansais, je pensais à toutes les Marguerites là-bas. Celles qui ont peur de dire non. Celles qui pensent que la solitude est pire que l'humiliation. Celles qui croient que leur temps est passé et qu'elles doivent juste se taire et accepter. Je voulais leur dire à toutes que ce n'est jamais trop tard, qu'on peut recommencer à n'importe quel âge, qu'on mérite le respect, la dignité et la paix, que notre maison, notre argent et notre vie nous appartiennent et que personne, absolument personne, n'a le droit de nous traiter comme des meubles vieux et inutiles. J'ai arrêté de danser et je me suis assise à nouveau. J'ai regardé l'horloge au mur. Il était presque minuit. Une nouvelle journée allait commencer dans quelques minutes. Et cette nouvelle journée serait à moi, comme toutes les autres qui viendraient. J'ai éteint la télévision, mais cette fois c'était moi qui décidais. J'ai éteint les lumières et je suis allée me coucher dans mon propre lit, dans ma propre chambre, dans ma propre maison. Et pendant que je m'endormais, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis très longtemps, une paix profonde et complète. La paix de quelqu'un qui sait exactement qui elle est, ce qu'elle vaut et ce qu'elle ne tolérera plus jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai fait mon café, j'ai mangé mon pain avec du beurre, j'ai lu le journal. Une routine simple, banale, ordinaire. Mais c'était ma routine. Personne ne criait, personne n'exigeait, personne ne me traitait comme si j'étais invisible. J'étais là, présente, vivante, entière. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires à ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.